Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur François Corse via Steel, évidemment. Mon conseil, culture du soir, le film I'm Not Your Negro de Raoul Peck. Le réalisateur reprend les mots de l'écrivain James Baldwin pour interpeller l'Amérique contemporaine. James Baldwin n'a cessé de se battre pour l'égalité des droits. Ses ouvrages dénoncent avec force la violence et l'oppression à l'égard des minorités, de ceux qui souffrent, rejetés par le racisme et l'homophobie. Is precisely as bright or as dark as the future of the country. It is entirely up to the American people whether or not they're going to try to find out in their own hearts why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger, I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need him. And you gotta find out why. And the future of the country depends on that. Le film doit sortir le 10 mai sur les écrans et il est fortement recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h. Les titres. Dans la République des lettres, un politique doit-il être un auteur de regard? L'écrivain Norbert Paganel et le journaliste Sébastien Pisane, suivi du débrief de notre débat avec Marie-Ange Philippe et Marcel Petrichot. À l'orée des grands rendez-vous électoraux, les livres des politiques encombrent les étagères de nos plus belles librairies. Le politique doit-il être un auteur, un écrivain même? C'est le sujet de votre 20h. Bonsoir Philippe. Bonsoir Sébastien Pisani, journaliste Corse Matin. Bonsoir Philippe. Norbert Paganel, écrivain. Alors, les succès sont divers parmi les meilleures ventes. Nous vous proposerons d'ailleurs le classement de 2016 et 2017. Mais avant, selon vous, Norbert, c'est à l'écrivain là que je m'adresse vraiment, existe-t-il un rapport particulier, voire même peut-être intime, entre l'écriture et l'homme politique ? Il existe obligatoirement un lien particulier, mais il n'est pas nécessaire qu'il y soit. Autrement dit, on peut avoir de très bons hommes politiques qui ne soient pas écrivains, mais c'est vrai aussi que lorsqu'on a affaire à des politiques qui sont en même temps écrivains ou qui aiment la littérature, ils ont ipso facto une autre dimension. Allez, je vais en citer un. Je vais citer un politique qui n'est pas français, c'est Léopold Senghor. Léopold Senghor fut un grand président en même temps qu'un grand poète. Après tout, moi je ne connais pas d'autres exemples d'un président de la République qui, voyant son âge avancé, s'est retiré lui-même du pouvoir. Vous voyez ? Cette sagesse, je pense qu'il la doit à son métier d'écrivain. Une femme, un homme politique, doit-il avoir un lien particulier, intime avec l'écriture, Sébastien ? Je trouve qu'ils l'ont un peu trop en ce moment, ce lien. En tout cas, parce qu'on assiste quand même à un phénomène absolument ahurissant, mais qui ressemble assez à ce qui se passe au niveau de l'édition en général. Aujourd'hui, tout le monde écrit son livre. Quand je pense tous les politiques écrivent leurs livres. Alors, pour des raisons différentes. Alors, quand je dis écrivent leurs livres, attention, on va tout de suite commencer à mettre les choses assez clairement à plat à ce niveau-là. Rares sont ceux qui écrivent véritablement leurs livres. Parce que, évidemment, et je pense que tu seras d'accord avec moi, écrire un livre, c'est une activité suffisamment chronophage. Ça nécessite ce moment où on se retire pour réfléchir, pour plaquer ses arguments, les rendre cohérents. C'est assez peu conciliable avec une action politique soutenue. Donc beaucoup de livres sont écrits par des nègres. Ça déjà, on va commencer par le dire, parce que je ne supporte pas tous ces noms de politiques qui apparaissent sur des couvertures et ils sont repassés derrière rapidement pour essayer un peu de les personnaliser. Parce que pour moi, aujourd'hui, la plupart de ces livres sont avant tout des objets de com.
Tout simplement. Eh bien oui, parce que c'est du marketing politique. Vous sortez votre bouquin, ça fait très sérieux. La République des lettres, disiez-vous, ça fait bien rigoler. Moi, je préfère la République des lettres, celle de la Renaissance, qui réunissait tous les grands auteurs de l'Europe d'alors. C'était une république sans frontières. Aujourd'hui, on est très loin du compte. Voilà. Donc finalement, ça permet à un moment donné d'attirer les projecteurs. Vous faites quelques émissions, vous avez droit à quelques papiers dans la presse écrite, quelques émissions télé, radio. Et puis voilà, pour moi aujourd'hui, la plupart de ces livres correspondent à des livres d'opportunité visant à une élection à venir, ou alors un mea culpa par rapport à ce qui a pu se passer précédemment pour se remettre en selle. Voilà, c'est un peu ce vous voyez, processus. on a le sentiment que c'est indispensable aujourd'hui pour un homme politique de sortir un bouquin, fût-il programmatique Oui, d'ailleurs. Hein. C'est un élément du plan de com, point barre. Mais on ne peut pas dire que ces livres soient vraiment de la littérature. Alors, certainement pas. un classement. Le classement 2016, d'abord. Le livre en tête, Murmure à la jeunesse, de Christiane Taubira, qui a été plébiscité en librairie. L'ancienne garde des Sceaux en avait vendu 160 000 exemplaires au 18 décembre, selon les chiffres de l'Institut Edistat. Et Nicolas Sarkozy se positionne en 2e et 4e place du classement avec La France pour la vie, 155 000 exemplaires, et Tout pour la France, 75 000 exemplaires. Il décroche un petit peu entre les deux ouvrages. En 2017, l'ouvrage qui est actuellement en tête, l'ouvrage politique L'avenir en commun, le programme, on en revient, un programme de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon aux éditions Seuil. Un commentaire sur ce classement ? Oh Norbert, je vois. Non, mais j'ai envie de dire, ce sont des livres, ce n'est pas de la littérature, premièrement. Et deuxièmement, si la valeur d'un livre se limitait à un baromètre de ce type, ce serait bien triste. Non, puis il faut les remettre dans leur contexte, ces livres, parce que comme je dis, c'est des livres d'opportunité. Christiane Taubira, son livre était d'ailleurs, il y avait un style assez lyrique, enfin, il n'était pas inintéressant. Simplement, rappelez-vous, il sort, je crois, 5 ou 6 jours après sa démission du gouvernement auquel elle appartenait. C'est un livre qui a été préparé dans le secret, où elle ne règle pas de compte, d'ailleurs, elle a le bon goût de ne pas tomber là-dedans, mais en revanche, elle affirme un certain nombre de choses par rapport à la fameuse déchéance de nationalité. Donc c'est quand même un livre, encore une fois, qui correspond à quelque chose de bien précis. Sarkozy, mea culpa, disais-je tout à l'heure, par rapport aux années où il était au pouvoir, pour mieux se mettre en selle en tant que candidat dans le second livre que vous évoquiez. Donc vous voyez qu'il y a quand même là un rapport très étroit avec la trajectoire que le politique essaie de se tracer. On est bien loin de la littérature, ça c'est un fait. Alors j'ai pris un exemple pour aussi évoquer l'écriture, la littérature même. Alors là, je pèse bien mon mot, la littérature et la politique. 2 exemples d'hommes politiques qui ont inscrit leur plume dans le temps. On va commencer avec François Mitterrand et cet ouvrage, L'abeille et l'architecte, paru en 1978. Il faisait suite à La paille et le grain. Dans cet ouvrage, il y a la vision de François Mitterrand, la vision politique, mais avec tout de même un souffle littéraire. En ce sens, il unit la littérature et la politique. Tout à fait. Tout à fait. On peut dire que François Mitterrand, dans ses ouvrages, ceux que vous avez cités et bien d'autres, je pense à Ma part de vérité, notamment. Bien sûr, il expose son parcours, sa trajectoire, son cheminement politique, mais on sent bien qu'il y a une sensibilité d'écrivain derrière tout cela. Il dit des choses intimes, des choses presque confidentielles, et on comprend mieux l'homme et son cheminement. Après, si on ne l'apprécie pas, ça c'est autre chose. Moi, je pense qu'il est passé à côté de son grand livre. Parce que c'est quelqu'un qui évidemment avait ce rapport extrêmement étroit avec l'écrit, avec les livres. L'exemple que vous donniez, L'abeille et l'architecte, malheureusement prend à mon sens un peu trop la forme aussi de chronique. En tout cas, l'éditeur a cru bon de faire apparaître chronique sur la couverture. C'est pas tout à fait ça, mais ça reste quand même lié aussi à des faits d'actualité de l'époque qui l'ont inspiré. Je pense qu'il aurait pu. Il avait en tout cas sans aucun doute l'envergure, vraiment de produire peut-être un jour ce grand livre auquel je crois lui-même aspirer. Et il fut l'un des premiers grands responsables politiques à être invité dans une émission littéraire. À l'époque, c'était Apostrophe de Bernard Pivot. C'était en 1978. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, chez nos confrères, la Grande Librairie, par exemple, sur France 5, que l'on invite Nicolas Sarkozy pour parler, ou François Hollande pour parler des 2 derniers présidents de la République, et
et évoquer la littérature. On attend C'est encore moins le sûr. livre de François Hollande. Je ne sais pas à quoi il Tellement parlé ressemblera. au journaliste François Hollande, si vous voulez, Il n'y aura plus grand-chose à raconter Non. lui-même. Alors, autre homme politique dont je voulais évoquer avec vous ce lien avec la littérature. Curieusement, quand on l'évoque, on pense moins à la littérature que le lien qu'avait Mitterrand. C'est De Gaulle, Charles de Gaulle, avec Mémoires de guerre, L'Appel 1940-1942, paru en 54, L'Unité 1942-1944, paru en 56, et Le Salut en 44-46, paru en 59. Triptyque essentiel qui revient sur la vie, le parcours, la vision de Gaulle, avec un véritable style, là encore. C'est évident. Je crois que tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Charles de Gaulle a été non seulement un homme politique de grande envergure, mais également un grand écrivain. Il a un style, une manière d'écrire qui le range parmi les classiques, en tout cas. Hein. Ouais, et là, vous évoquez finalement un style de livre écrit par un homme politique qui, pour moi, est le style le plus pertinent, qui est celui des mémoires. C'est souvent là, je trouve, où les politiques sont les meilleurs. Il a peut-être été dépassé là au finish par un certain Winston Churchill, hein, qui lui, lorsqu'il écrit sur la Seconde Guerre mondiale, en termes de quantité, fait déjà un peu plus. Je crois que c'est 12 volumes. Il a quand même décroché. Au final, c'est un écrivain extrêmement prolixe. Hein. Je vous invite à regarder sa bibliographie, c'est très impressionnant. Il a quand même décroché à l'époque un Nobel de littérature. Alors, j'évoquais le rapport au temps. Inscrire son récit dans le temps, c'était le cas pour ces deux grandes personnalités politiques du XXe siècle de la Ve République. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, ce qui empêche les hommes politiques véritablement d'inscrire leurs pensées intellectuellement dans le temps par un récit, c'est aussi cette instantanéité dont on évoque souvent dans cette émission, l'instantanéité de l'information, évidemment, selon vous? Alors, je crois qu'il y a deux choses. Il y a ce dont vous venez de dire. Effectivement, on est dans le conjoncturel, on n'est plus dans le stratégique, on n'est plus dans la vision. On est dans ce qui se passe ici et maintenant, premier point. Deuxième point, nous pouvons observer que la majorité des hommes politiques ne font que de la politique. Et c'est là le drame. Ils seraient également écrivains, peintres, charpentiers, peu importe. Ils auraient cette double casquette, ils auraient une vision du monde complètement différente. Et ce qui fait sans doute la grande différence avec d'autres hommes politiques qui étaient avant tout des écrivains, ceux-là, c'est plutôt ceux du 19e siècle auxquels je pense, des Victor Hugo, Lamartine, voilà. C'est la grosse différence. Aujourd'hui, voilà, le livre est trop présent, comme vous dites, mais c'est complètement schizophrénique, alors qu'on est dans l'instantanéité, que en permanence des micros sont tendus sous leur nez, qu'ils ont la possibilité de s'exprimer en permanence via les tweets. En plus, 146. il nous accable avec des livres. Il nous accable parce que finalement, combien de ces livres sont des fours immenses? Rappelez-vous, tout Paris et toute la province. Et finalement, peut-être au-delà, on a rigolé. La pauvre, comment s'appelle-t-elle, Boutin, vous rappelez-vous? Oui. C'est-à-dire qu'un auteur amateur, rien qu'en vendant à sa propre famille, aurait vendu davantage qu'elle. Je crois que c'était Non, mais attendez, 250, c'est quelque chose comme ça, je crois. 250. Voilà, on arrive. D'ailleurs, c'est très dangereux, hein, parce que pour ceux qui se prennent des vestes formidables, je veux dire que finalement, l'intérêt du livre peut se retourner contre eux. Alors, littérature et politique, encore, c'est intéressant aussi d'évoquer ce lien ici chez nous. La littérature a une véritable importance dans le discours politique. Je pense à Jean-Guy Talamone, le président de l'Assemblée de Corse, qui propose un discours régulièrement qui emprunte à l'histoire, au récit, à la littérature, notamment méditerranéenne, en l'inscrivant dans la Méditerranée, et à son ouvrage Littérature et politique en Corse, aux éditions Albiane. Une étude qui rappelle aux politiques qui, selon la formule d'Edgar Morin, Shakespeare les concerne. C'est intéressant ça, hein, la façon dont le président de l'Assemblée de Corse, comme ça, s'immisce dans le spectre. De toute façon, Jean-Guy Talamone est un fin connaisseur de la littérature insulaire et également un auteur de grand talent. Mais est-ce que vous le retrouvez dans ses discours? C'est ça que j'aimerais comprendre. Est-ce que cette dimension littéraire, cette dimension du récit, du chercheur même en littérature, vous le retrouvez dans les discours au quotidien, les discours politiques du quotidien? Non. Non, je ne le retrouve pas. La raison. Je ne le retrouve pas.
Mais attendez, l'histoire n'est pas finie. Non, c'est vrai, l'histoire est en cours. Sébastien? Non, là, effectivement, l'exemple que vous donnez est vraiment le plus emblématique. Il n'y en a pas véritablement d'autres, d'ailleurs, en Corse. On a là quelqu'un, quand même, qui a fait un travail universitaire de très haute qualité, ça c'est indéniable. Bon, après, qui continue, quand même, à se produire sur la scène du livre plus politique. Aven, ça, ce que nous voulons, était exactement ça. Hein. C'était une commande, je crois, à l'époque de l'éditeur Flammarion, qui voulait ce livre qui permettait notamment d'expliquer un petit peu mieux ce qui se passait en Corse autour de cette mandature nationaliste. Donc c'est quelqu'un, oui, qui arrive à faire ses allers-retours, qui, à mon sens, est beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Voilà, donc on n'a pas la même emphase, mais c'est quelqu'un de très agréable à lire. Il y a quelque chose qui m'interpelle tout de même dans tout ce que vous dites. On a insisté sur l'écriture, le temps. C'est important hein, d'évoquer le temps dans le récit personnel, dans le récit politique. Qu'est-ce que dit aussi les livres de leurs auteurs, les livres des politiques? On ne va pas évoquer les livres programmatiques, mais si l'on prend Christiane Taubira, qui n'est pas un livre programmatique, si l'on prend François Mitterrand, vous avez évoqué d'ailleurs un des grands livres de François Mitterrand, si l'on prend Charles de Gaulle, qu'est-ce que cela dit des personnages, selon vous? Bien, cela nous montre qu'ils ne sont pas seulement l'apparence qu'ils nous montrent dans leur rôle de politique. Qu'il y a une épaisseur que ne rend pas leur représentation, parce qu'ils sont sans arrêt en représentation. Hein. Il y a une épaisseur qui les rend tout à fait humains et tout à fait sympathiques. Est-ce que vous croyez que cela... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible de retrouver des plumes, comme ce fut le cas pour les personnes que nous avons citées, Sébastien? Je crois que c'est tout à fait possible. Simplement, il faudrait qu'ils puissent un petit peu plus se consacrer à cet exercice-là, qui, encore une fois, est hyper chronophage, et ne pas être dans l'instantanéité permanente. Mais il y a des gens excessivement doués, des normaliens. On aurait pu citer, tiens, le maire. Bruno Le Maire. Bruno Le Maire est quand même quelqu'un qui a une certaine finesse dans son écriture. Mais quand vous courez après le mandat suivant et que vous êtes dans des lignes de faille permanentes à l'intérieur de votre propre parti, où se poser pour écrire? Allez, 40 secondes pour répondre à cette question. L'homme politique doit-il être aussi un écrivain? Norbert. Alors, doit-il être un écrivain? Et je dirais pas obligatoirement, il n'y a aucune obligation en la matière. Mais force est de reconnaître que les hommes politiques qui ont aussi été des écrivains avaient une dimension, une épaisseur, une hauteur de vue, une vision stratégique que n'avaient peut-être pas les autres. Je voyais quelqu'un qui n'était pas forcément écrivain, mais qui était très versé en littérature, c'était Georges Pompidou. Ouais. Et je me souviens très bien de cette réponse de Georges Pompidou lorsqu'on l'a interrogé sur l'affaire Russier. Il a attendu un petit peu et il a dit « Comprenne qui voudra, mon remords ce fut la malheureuse qui resta ». Paul Éluard. Ah, Norbert, c'est toujours agréable. Oui, alors, il y a une très belle pirouette de l'ami Georges Pompidou à l'époque. Alors, les journalistes étaient restés comme ça. En fait, ils n'avaient répondu à rien. Évidemment. Donc, méfiez-vous aussi du politique excessivement lettré et érudit qui vous embobinera peut-être encore davantage. Non. Alors, 40 secondes, Seb. Je crois, en tout cas à l'époque à laquelle on vit, j'aimerais bien que les hommes politiques versent moins dans ce réflexe désormais du communicant qui leur glisse à l'oreille. Il serait bon que tu écrives ton livre parce qu'ils nous emmerdent copieusement. Il n'y a pas d'autre terme. Tous ces livres qui encombrent les librairies, qui sont pour certains d'excellentes ventes, mais à peine achetées. Moi, à la rigueur, je préfère un livre programmatique, comme celui que vous avez cité, celui de Mélenchon était le bon exemple de cette présidentielle, qui permet à les lecteurs un tout petit peu intéressés d'en savoir davantage. Je trouve ça plus honnête, finalement, que ces livres qui n'en sont pas. Merci beaucoup à vous deux pour avoir échangé autour de cette question, ce lien entre l'écrivain, le possible écrivain et la figure du politique. Le récit personnel, l'engagement citoyen par le documentaire et encore l'écriture du roman sont d'autres formes de réflexion qu'usent les politiques. Le débrief culturel de Pendant le 20h s'intéresse à cette question, la réflexion des politiques au cœur des lettres, au cœur du documentaire, avec Marie-Ange Philippe et Marcel Petriccioli. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Marie-Ange Philippe, Marcel Petriccioli, nos deux esprits critiques du soir. Alors, en quelques mots, rapidement, Marie-Ange,
Qu'avez-vous retenu de ces échanges ? Au-delà de l'aspect ridicule, aussi ridicule que Nabila au Salon du Livre, d'écrire un livre, c'est vrai que Sébastien a raison sur l'aspect communicationnel. Ils sont tellement oppressés par une communication omniprésente, et c'est une consultante en communication qui vous le dit, d'essayer de faire comprendre absolument tous les mots, toutes les idées, qu'au final, tout le peu de littérature qui reste s'envole complètement. Rapidement. Très rapidement, moi c'est le libraire qui va parler. On était emmerdés, envahis par tous ces bouquins politiques que personne ne lisait. On les mettait même pas sur les étagères, on les laissait dans les cartons. Comme on avait dit, 100 bouquins, 200 C'est un bouquins. chouette libraire, Voilà. bravo. Mais on ne les demandait même pas. Il Voilà. faut le dire. Alors Marie-Ange, avec vous, la philo selon Philippe. Ça y est, je l'ai glissé. Alors l'évocation de Platon pour lier écriture et grandes idées. Alors, je vais essayer de tenter de résumer la pensée platonicienne en 2 minutes. Les puristes m'excuseront pour les petits raccourcis. Donc, dans la République, le livre phare, l'œuvre phare de Platon, il tente de développer la figure du philosophe roi, enfin de ce que les commentateurs ont appelé le philosophe roi. C'est-à-dire que le philosophe doit être roi et le roi doit être philosophe. Et justement, Platon se méfiait des auteurs au sens très littéraire du terme, c'est-à-dire des poètes et des sophistes. À l'époque, c'était les journalistes, en fait, pour prendre un raccourci de l'époque, parce qu'il se méfie des images et des discours bien écrits, bien enrobés, qui ont le risque de manipuler l'opinion, la doxa, et de s'éloigner de la réalité. Et tout le rôle du philosophe roi, qui est développé dans l'allégorie de la caverne, c'est de justement sortir de cette caverne des images pour remonter jusqu'au monde des idées, qui est, selon Platon, la réalité. Mais c'est aussi son rôle de redescendre, et la chute est douloureuse pour celui qui est resté un petit peu perché dans ce monde merveilleux qui est le monde des idées, pour éduquer le peuple, pour éduquer à la réalité et à réfléchir au monde des idées. Alors on peut se laisser séduire par cette allégorie qui a des échos dans notre époque d'apparence, etc. Mais ça donne une pensée très idéaliste et qui est un peu aussi dogmatique si on creuse un peu, mais c'est un autre débat. Relire Platon pour Marie-Ange Philippe, c'est essentiel. Hein. D'ailleurs, ça fait du bien aujourd'hui de relire Platon. Oui, ça fait réfléchir, ce qui est rare. Ça fait réfléchir. J'ai fait un Marcel, bond en arrière, moi, parce que c'était mon sujet au bac philo à l'oral. Voilà. Marcel, alors là, on va ailleurs. C'est ça aussi la richesse de ce débriefing. Éloge des voleurs de feu, Dominique de Villepin, Gallimard. Et le dernier témoin, Dominique de Villepin, chez Plon. C'est un livre sur la poésie, comme son nom l'indique, puisque ça commence par une citation de Rimbaud, donc le poète est vraiment voleur de feu. Alors dans ce livre, Dominique de Villepin va convoquer toute une foule de poètes qui viennent de toutes les époques, de tous les continents, connus, inconnus. Il va les célébrer, il va parler de leur errance, de leur destin, de leurs mots, de leurs verbes. C'est un livre sur les révoltés, les insurgés, des mots, des verbes. C'est vraiment un bouquin, je dis, vraiment une vraie éloge de la poésie. Mais ce qui est intéressant dans ce bouquin, on pourrait penser que c'est un simple essai, mais pas du tout. C'est surtout un livre très intime, très personnel. C'est vraiment un itinéraire spirituel parce qu'il va nous parler de sa mère, qui avait un rapport très fort avec la poésie, et surtout de la mort de son frère, qui l'a beaucoup marqué. Et c'est grâce à la poésie, grâce aux mots, grâce aux verbes, qu'il a pu surmonter cette mort. C'est un livre confession sur la douleur aussi. C'est ça qui est très intéressant. À travers cet éloge de la poésie, en fait, Dominique de Villepin se raconte, et c'est surtout très, très bien écrit. Parfois, ça peut paraître un peu pompeux, mais il y a vraiment une écriture très littéraire. Alors, est-ce que pour vous, c'est un écrivain, Dominique de Villepin ? C'est un écrivain parce qu'il a fait aussi un roman, enfin, pas qu'un. Donc, Le Dernier Témoin, c'est un roman d'anticipation. En fait, il y a eu une catastrophe et il y a un arbre qui reste et qui va nous raconter ce qu'il a vécu et ce que c'était la Terre avant. C'est pas excellentissime, je l'avoue. C'est très dur de passer après La Route de McCarthy quand on veut parler de post-apocalyptique. Mais là aussi, même si le sujet est vu, revu, c'est le style et c'est l'écriture qui est intéressant. La fougue, c'est ça. C'est ça, c'est exactement la ça. fougue de Dominique de Villepin. Il avait fait un très beau discours sur, l'ONU. sur le refus de rentrer dans la guerre en Irak. C'est vrai, à l'ONU. Tout à fait. Alors Dominique de Villepin qui n'a jamais été élu, hein. Non. Donc c'est peut-être ça aussi qui explique, ceci Peut-être. explique peut-être cela. Marie-Ange, autre aspect pour un auteur, le documentaire. Oui,
Ben, c'est un auteur, un réalisateur, C'est vrai. un scénariste. Donc Al Gore, qui est un homme politique, qui a été le challenger de George W. Bush et qui avait sorti en 2000 un documentaire sur le changement climatique qui s'appelle Une vérité qui dérange. Et là, 10 ans après, même 15 ans après, he's back. Et il a pris comme personnage principal de la suite de ce documentaire Donald Trump, qui a balayé qui va et qui a commencé à balayer d'un revers de main tous les efforts des pays qui ont été engagés dans la COP21. Et il fait aussi, dans ce documentaire qui sortira en salle le 1er novembre, du journalisme de solution. On en parlait il y a quelques semaines. Parce qu'il traverse les régions qui ont vraiment des gros problèmes climatiques et il s'appuie sur des petites solutions ou des grandes solutions politiques ou humaines, je dirais, sociétales, citoyennes, qui ont été prises pour lutter contre ce réchauffement climatique. Un auteur est également un réalisateur. Et en ce sens, c'est intéressant de voir un ancien vice-président et candidat à la magistrature suprême devenir un réalisateur. Rapidement, très rapidement, Marcel, d'autres ouvrages. En fait, c'est Jean-Louis Debré. C'est Jean-Louis Debré. Voilà, vous vouliez parler de Jean-Louis Debré. Oui, qui depuis quelques années fait du polar. Et alors il se sert, il était ancien ministre de l'Intérieur, ancien juge d'instruction, donc il se sert de tout ça pour faire des polars. Président de l'Assemblée nationale. Du Conseil aussi constitutionnel. Donc il se sert de tout ça pour faire des polars. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de politique. Et dans ces polars, il dit tout ce qu'il ne peut pas dire tout haut. Si on lit bien entre les lignes, il y a des règlements de compte, il y a une dame très méchante qui s'appelle Balladur. C'est pas de la grande littérature, ça se lit avec plaisir mais sans enthousiasme. C'est du Jean-Louis Debré. C'est du Jean-Louis Debré, Voilà, exactement. Mais on a fait une émission il n'y a pas très longtemps sur la politique et le polar. C'est la preuve qu'il y a un chemin. Exactement. Merci beaucoup à vous deux pour ce débriefing. Nous allons continuer à parler culture jusqu'à la fin de la saison au mois de juin. Je vous dis à demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h.